Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Commissaire européen au marché intérieur. Thierry Breton, réunion importante aujourd'hui des ministres de l'énergie de l'Union européenne. Que se passe-t-il ? Il se passe que nous payons le gaz, l'électricité, les carburants plus chers partout en Europe. Il n'y a pas qu'en France, même dans le monde. Alors que faire ? La France demande par exemple le découplage de la fixation des tarifs entre le gaz et l'électricité. Et 9 pays européens disent non. Mais que se passe-t-il ? Quelle décision sera prise ? Alors, d'abord, il y a deux choses. Il y a effectivement l'immédiat. Et on sait que cette tension sur les prix de l'énergie, et évidemment de l'énergie fossile, va durer vraisemblablement cet hiver. Enfin, en tout cas, il faut s'y préparer. Tout l'hiver ? C'est-à-dire que les prix vont augmenter tout l'hiver ? On ne dit pas qu'ils vont augmenter, mais la tension, je dis. On voit qu'il y a une petite baisse là sur les carburants. Donc, mais en tout cas, on est encore à des niveaux élevés. Et donc, il faut aider nos concitoyens européens. Et dans ce contexte, la Commission européenne, l'Europe, a proposé donc un certain nombre de mesures qui sont prises désormais par la quasi-totalité des États membres, dont la France, et en particulier ce fameux chèque. Inflation. Chèque inflation, chèque énergie, ça dépend. Voilà, et qui est sans doute la méthode la plus efficace, parce que c'est vrai que parallèlement... C'est mieux que de baisser les taxes. Ah oui, beaucoup mieux, c'est beaucoup plus efficace, parce que d'abord c'est plus direct, ça va directement dans la poche des ménages, et puis on peut le cibler, ce qui est très important, parce qu'évidemment, il faut aider les plus défavorisés. Vous savez, il y a à peu près 16 à 18 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique en Europe, donc il faut évidemment cibler cela en priorité. Donc oui, la méthode qui est proposée par la France, et avec la France, il y a une douzaine d'États qui font comme la France, va dans le bon sens. Il faudra ensuite être attentif, peut-être faudra-t-il refaire des gestes si c'est nécessaire. En tout cas, on a l'instrument. Dans tous les cas, pendant les 6 mois, au moins 6 mois, jusqu'à l'été, les prix ne baisseront pas vraiment. Non, on ne dit pas jusqu'à l'été. Quand on dit 6 mois, d'abord, c'est plutôt au printemps. Plutôt au printemps. Mais voilà, il faut en tout cas s'attendre, on se prépare à ça, on aura peut-être des meilleures surprises, mais on s'attend à ça. Deuxièmement, évidemment, il y a une grande transition qui est en route. Et cette transition, elle est double. D'abord, il y a évidemment une réindustrialisation. On le voit d'abord, l'accélération. Il faut appeler un chat. L'accélération de la croissance, c'est une très bonne nouvelle. Après la crise du Covid, sans doute plus rapide que ce qu'on escomptait. Donc effectivement, il y a des tensions parce qu'évidemment, il faut de l'énergie pour produire et la demande. C'est le premier point, et notamment sur le gaz, et en particulier tiré par la Chine, on le sait. Le deuxième élément, c'est qu'on est évidemment dans une transition énergétique, Nicolas Dos vient d'en parler à l'instant, très importante. Très importante, et il faut évidemment faire en sorte qu'on puisse accompagner cette transition. Alors, il y a du renouvelable. Je le dis, moi, très clairement, il faudra du nucléaire. Il faudra de plus en plus électrifier, évidemment, l'ensemble de nos dispositifs énergétiques, et en particulier accroître l'interconnexion sur le continent européen. C'est ça qui est important. L'interconnexion est essentielle pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse apporter l'énergie partout où c'est nécessaire, et en fonction des fluctuations, parce qu'il y aura de la volatilité. Bon, mais soyons concrets, vous l'êtes concret, mais soyons concrets sur ce qui se passe aujourd'hui avec cette réunion de l'Union européenne. Est-ce qu'il y aura découplage dans la fixation des prix entre le gaz et l'électricité ? C'est ce que demande la France, et la France qui n'est pas seule d'ailleurs à le demander. Et je pense que la France a raison de poser cette question, parce qu'encore une fois, il faut replacer... Les crises énergétiques, on en vit tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Oui, mais là, c'est différent. Mais ça, encore une fois, vous savez, on peut négocier. On négocie, et c'est normal que chacun s'exprime. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à l'Agence européenne de l'énergie de faire une étude très rapidement pour précisément étudier l'évolution du contexte énergétique au regard du pacte vert. Il y a une autre idée, c'est l'achat de gaz en commun par les pays par les 27 de l'Union. C'est une idée. Je ne sais pas si elle sera très efficace. Elle est proposée en particulier par l'Espagne. Exact. On va la regarder, parce que c'est vrai qu'on prend l'exemple des vaccins. On a vu que le fait d'avoir accès, mais c'est pas la même chose là, parce que là chaque pays négocie aujourd'hui directement. Nous sommes dépendants du gaz russe, entre autres. On est dépendant effectivement du gaz russe, on est dépendant du gaz qatari, on est dépendant du gaz algérien, on est dépendant aussi du gaz naturel, du GNL, du gaz liquéfié américain.
américains. Bien sûr, on ne produit pas de gaz en Europe. Donc on a différentes sources d'approvisionnement. Vous avez raison, 30% de notre gaz vient aujourd'hui de Russie. On connaît maintenant avec des pipelines qui passaient par l'Ukraine. Maintenant, ils le contournent avec Nord Stream 2. Mais voilà, on n'est pas que dépendant du gaz russe. Nord Stream 2 qui va fournir maintenant du gaz. Vous y êtes opposé ou pas? Non, je pense que c'est une bonne chose. Mais voyez-vous, Nord Stream 2, c'est un investissement très lourd. Pour amortir cet investissement, il va falloir 10, 20, 30 ans. C'est un peu comme les amortissements dans le nucléaire. Donc on voit que les investissements qu'on fera dans le gaz, il faut les faire aussi vraisemblablement dans le nucléaire. Dans le nucléaire. Vous défendez le nucléaire? Oui, je pense que le nucléaire est sans doute nécessaire. La France doit construire ces fameuses 6 centrales. Chaque pays est maître de ce qu'on appelle son mix énergétique. Donc je ne vais pas moi-même, commissaire européen, donner des conseils, si vous voulez bien, à tel ou tel pays, y compris au mien. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui 26% de notre électricité qui est produite par le nucléaire. Il est absolument inimaginable, et faux du reste, de penser qu'à l'horizon 2050, on pourra s'en priver. C'est faux. Ceux qui disent ça ne disent pas la vérité. On ne peut pas tirer un trait comme ça. Donc ce nucléaire, il existe, il existera encore en 2050, et donc il faut non seulement faire avec, mais aussi peut-être utiliser la science, la technique, la modernité, pour non pas faire que ça, hein, attention. Il faut accroître très sensiblement le renouvelable, mais le renouvelable, Jean-Jacques Bourdin, comme son nom l'indique, c'est renouvelable, mais c'est aussi aléatoire. Intermittent. Ça dépend évidemment des conditions climatiques. Donc il faut avoir en parallèle des capacités de répondre aux aléas du climat pour pouvoir fournir en permanence l'électricité dont on va avoir besoin. On va s'électrifier. La demande d'électricité va être multipliée par 2 sur le continent en 2050. Avec une décroissance, on consommerait moins d'électricité. C'est vrai. Donc on serait moins dépendant. On va de toute façon, on travaille partout, dans tous les secteurs, dans l'automobile, pour se chauffer, dans les transports, pour réduire nos consommations d'énergie. Donc on va évidemment, bien qu'en augmentant la croissance, on va tout faire pour réduire la consommation, mais dans cette réduction de consommation, on va augmenter très sensiblement la part électrique. Et ça, il faut vraiment que tout le monde en soit conscient. Donc évidemment, le nucléaire, c'est l'électrique, donc on ne pourra pas s'en passer. Bien, la COP26, bientôt, à Glasgow. Inquiétude du Premier ministre britannique Boris Johnson. Il dit, je ne sais pas si on arrivera à un accord. Vous êtes inquiet aussi sur ce rendez-vous? Quel rôle l'Europe là va jouer? D'abord, comment dirais-je? On va plutôt parler de la COP26 que de Boris Johnson parce qu'il est inquiet souvent. Voilà. Donc on va revenir. Non, mais je vais y revenir. Boris Johnson va y revenir. Thierry non, mais on va revenir. On va revenir. Voilà. Sur le Brexit et la pêche. Voilà. Mais donc, je suis inquiet de rien. Mais je pense que le sujet est très sérieux parce qu'effectivement, on n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre. Donc jamais autant. Et pourtant, on en parle. Donc ça veut dire qu'effectivement, il était nécessaire de le faire. C'est vraiment une urgence absolue. Derrière cela, évidemment, il y a le réchauffement de la planète. Derrière ça, il y a les migrations climatiques. Derrière ça, il y a une évolution extraordinairement sensible. Donc, c'est un sujet capital. Il est essentiel. Voilà. Donc, derrière, il faut que chacun comprenne qu'on doit se mobiliser tous ensemble. Et voilà, l'Europe est le premier continent qui a donné la voix. On a donné la voix. C'est un changement absolument radical. On voit bien que ça va changer toutes nos habitudes en matière de production, en matière de consommation. L'automobile. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, y compris en se posant la question, est-ce que finalement, je dois aller revivre dans des grandes villes? Est-ce qu'il faut que je vive dans des petites villes? Enfin, beaucoup de questions qui ont fondé, je dirais, y compris notre aménagement du territoire, notre mode de vie, vont être remises en cause. Il faut le faire de façon sereine, en se posant les bonnes questions. Et je crois sincèrement qu'en Europe, on a posé ces bonnes questions, on a les outils, on se donne les moyens, y compris avec le plan de financement massif d'endettement en commun, 750 milliards, dont 37%, 40% des sommes sont redistribuées aux États pour accélérer le déploiement énergétique bas carbone et en privilégiant, je le dis, les plus défavorisés. Les plus défavorisés. Bruxelles qui veut interdire la fabrication des véhicules hybrides rechargeables en 2035. 2035, oui. 2035, c'est une bonne idée, ça? Écoutez, voilà, il y avait des débats 2035, 2040. Bon, alors après ça, c'est des consensus. Moi, j'étais plutôt sur 2040. On finit à 2035. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on ait cet objectif. Et maintenant qu'on voit comment on va accompagner une industrie absolument essentielle. Parce qu'on le voit bien. Il faut évidemment derrière, ça change tout. Vous savez, un véhicule aujourd'hui, enfin un véhicule électrique et un véhicule demain qui sera un véhicule connecté, pour nos téléspectateurs, c'est très important. En gros, 35 à 40%, ce sera du véhicule, ce sera la batterie. Donc il faut qu'on fasse les batteries nous-mêmes en Europe, c'est ce qu'on fait maintenant.
35%, ce seront les semi-conducteurs. Vous savez, ces puces électroniques. 40% pour la batterie, 35% pour les puces électroniques, ça fait 75%. Le reste, c'est les roues, le volant. Les semi-conducteurs, dites-moi, vous me faites penser à faire une petite parenthèse. Semi-conducteurs, c'est Taïwan ? Alors c'est Taïwan, c'est la Corée. Taïwan la Chine regarde de près. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes responsabilités, dès que je suis arrivé à la Commission, nous avons lancé une alliance des semi-conducteurs en Europe pour accroître très sensiblement notre capacité de production et être autonome. On se donne 10 ans pour y arriver et on le fera. Bien, sur la pêche maintenant. Sur la pêche, il y a aussi une réunion, et des réunions importantes et des annonces qui vont être faites par le gouvernement français aujourd'hui. Est-ce qu'il faut prendre des sanctions ? Elles sont décidées apparemment. Non, oui, mais alors bon, là encore, si vous voulez, voilà, derrière c'est la discussion évidemment avec nos amis britanniques, avec le Brexit. On a vu beaucoup de mauvaise foi, on le sait. De qui Des Britanniques, bien entendu, par rapport aux accords. Bon, c'est un jeu auquel nous sommes, j'allais dire, habitués. Je ne reviendrai pas sur le Brexit, mais un mot malgré tout pour dire que c'est les experts le voient maintenant. Mais moi, je vais vous poser une question. Catastrophe. Alors, j'allais vous poser la question. Est-ce que c'est une catastrophe pour les Britanniques ? Économique, on le voit, si vous voulez. Regardez ce qui se passe dans les rayons des magasins, regardez ce qui se passe pour l'approvisionnement des pompes, regardez ce qui se passe sur le manque d'infirmières ou de médecins, regardez ce qui se passe sur le manque de conducteurs de camions, regardez ce qui se passe dans tout ce qui concerne le bâtiment. C'est un drame ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont obligés, songez quand même, Jean-Jacques Bourdin, qu'après avoir dit qu'on allait pouvoir recréer de la prospérité, et donc qu'on mettait quelque part tous les non-européens dehors, enfin une grande partie en tout cas. 1 million. Voilà, et ben maintenant il faut les faire revenir. Parce qu'on n'a plus d'infirmières, parce il manque 100 000 conducteurs de camions. Enfin, tout ceci, c'est quand même... Si c'était pas aussi grave, on dirait de la politique de gribouille. C'est grave. Voilà, bon, c'est comme ça, on le regrette. Maintenant, on discute. La bonne nouvelle, c'est que on est en train de retomber dans la raison. Il y a évidemment tout ce qui concerne les accords du Vendredi Saint, c'est-à-dire pour l'Irlande du Nord. Ils sont absolument cardinaux. Et puis, il y a des discussions qu'on a, notamment sur la pêche. On sait que des sanctions sont indispensables. Écoutez, maintenant. Il y a 200 licences pour les marins, pour les pêcheurs français qui viennent d'être accordées. Donc, ça va dans le bon sens. On avance. Bien sûr que si jamais c'est pas respecté, il y a des instruments qui ont été mis en place pour se contraindre. Voilà, j'espère qu'on va discuter. Mais la France doit sanctionner ? Mais la France doit discuter. Elle discute dans un cadre qui est établi et qui prévoit également des sanctions. Elle a un mur devant elle. Voilà, on voit que ça bouge. Il y a déjà 200 permis qui viennent d'être octroyés. Donc ça bouge. Il en manque 244. Voilà, ça bouge. On est à la moitié. Thierry Breton, parlons de l'Europe et parlons de la Pologne. Maintenant, la Pologne, Polexit, vous y croyez ou pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais pas une seconde. Pas une seconde. Pas une seconde. Et pareil pour la Hongrie. Mais tout simplement parce que 4% du PIB vient de l'Europe. Donc ces pays ont besoin de l'argent européen ? Mais ont besoin de la communauté européenne ? Je dirais qu'ils bénéficient bien entendu de l'Europe. Et l'Europe bénéficie du fait que nous sommes ensemble. Et puis quand on écoute les Polonais, 80% des Polonais sont plus... La Pologne est un des pays les plus europhiles de tous les pays de l'Union. Les Polonais ne quitteront jamais l'Union européenne. Jamais. Voilà. Alors, et bien sûr, ils ont la possibilité de le faire. Attention. Je le rappelle, les États sont des États souverains en Europe. Les États, s'ils le veulent, par rapport aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas, en Europe, si un État décide de quitter l'Union européenne, on l'a vu avec les Britanniques, on vient d'en parler, ils ont la possibilité de le faire, un référendum suffit. Eh bien moi je pense que, je ne veux pas m'amuser à prendre des paris parce que c'est pas mon rôle, mais quand je vois aujourd'hui les tendances, et quand j'entends ce qui se passe en Pologne, quand je vois les sondages en Pologne, 80% de la population qui aime l'Europe, non, ils ne quitteront pas l'Europe. Alors maintenant, il y a des discussions avec le gouvernement. Mais est-ce que le versement des fonds européens, de la relance, c'est 36 milliards d'euros pour la Pologne, je crois. Oui, à peu près 36 milliards d'euros. Il y a même plus, avec les prix, ça monte à plus de 50 milliards. Est-ce que le versement de ces fonds sera lié au respect de l'état de droit en Pologne ? Ça, c'est une question très importante. Il y a des règles. Il y a effectivement la nécessité pour chaque pays qui rejoint l'Union européenne. Je le redis ce matin à nos auditeurs. Personne n'est forcé de rejoindre l'Europe. Mais quand on rejoint l'Europe... On applique d'abord, il y a un vote. Les traités. Il y a un vote. Et le peuple souverain polonais a voté à une très large majorité la volonté, le souhait de rejoindre l'Union européenne. Et ils ont eu raison, surtout après ce qu'ils avaient vécu sous le joug soviétique.
Et bien entendu. Et on les a accueillis, je dirais, avec joie. Mais ils ont choisi. Et quand ils ont choisi, ils acceptent évidemment, et notamment pour le respect de l'état de droit, eh bien que la Cour de justice européenne prime sur les cours nationales. Donc, pour le respect du droit pour le respect des règles de l'état de droit, et notamment pour l'indépendance de la justice. Mais voilà. Primauté du droit européen sur le droit national. Sur, encore une fois, le respect de l'état de droit. Alors pas sur tout, il y a des éléments, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on le voit, il y a un certain nombre de personnes qui veulent utiliser ça, notamment dans des campagnes nationales, en particulier en France, en faisant des amalgames. Il n'y a pas d'amalgame, les choses sont très claires, les textes sont clairs, pour le respect de l'état de droit, pour l'indépendance de la justice, et il y a des questions en Pologne qui ont été posées avant même la décision du tribunal constitutionnel qui est contestée aujourd'hui. Avant cette décision, qui est contestée, je le redis, il y avait, encore une fois, un certain nombre d'actions qui ont été prises par le gouvernement polonais qui font l'objet de discussions, voire de saisines, parce que nous estimons qu'elles sont contraires à l'état de droit. Alors on discute. Alors je repose la question. Est-ce que le versement des fonds européens sera lié au respect de l'état de droit? On est en train, je le dis très calmement et très sereinement. Oui. Dans ces questions-là, moi je ne suis pas pour faire des injonctions combinatoires et désigner les uns et les autres. Nous avons des textes, nous sommes un État de droit. Oui. Et donc, dans cet État de droit, il y a effectivement, à partir du moment où on estime qu'il y a quelques éléments, pas tous. Oui, une fois, moi, je ne jette pas l'opprobre pour la Pologne. Oui. Il y a certains éléments qui font question. Ils sont discutés aujourd'hui, notamment entre la Commission, les instances judiciaires et le gouvernement polonais. Et si jamais nous estimons, et il y a des suspicions qu'il y a des points qui doivent être corrigés, à ce moment-là, il y a une panoplie qui est à la main de la Commission, qui, je le rappelle, est la gardienne des traités pour la volonté des peuples, et donc qui les appliquera. Ça peut aller jusqu'à des sanctions, bien sûr, et financières, bien sûr. Et financières, bien sûr. Même chose pour la Hongrie ? Et pour la Hongrie, c'est pareil. Et pour tous les États, c'est pareil. Pour tous les États, c'est la même chose. Et la Hongrie aussi. Voilà, donc on voit aujourd'hui que dans les pays pour lesquels il y a des élections, il y a des agitations. Du reste, je vois qu'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques français se précipitent dans ces pays, très bien. Se précipitent à la rencontre de Viktor Orban ? Oui, mais bon... Qui souhaite la victoire de l'extrême droite en France ? Je n'en sais strictement rien, mais voilà. Oui. Mais on voit que M. Zemmour y est allé, maintenant c'est Mme Le Pen. Bon, voilà, très bien, oui. Mais je ne vous cache pas que moi aussi j'y suis allé, c'est parfaitement normal. Voilà. Oui, non, mais... Enfin, c'était pas pour les mêmes raisons. Oui. Moi, c'était pour discuter des vaccins avec M. Orban. Les sanctions valent pour la Pologne et valent pour la Hongrie, de la même manière. Mais pour tous les États de l'Union... Pour tous les États de l'Union, lorsqu'ils acceptent de rentrer dans l'Union européenne, on a des règles communes et on les applique. Et vous savez, c'est pourquoi ? C'est pour protéger les peuples contre éventuellement le fait que, puisque nous sommes des démocraties, et qu'encore une fois, on n'est pas un État fédéral. Les États sont souverains. Donc on vote dans chacun de ces pays. Et si jamais il y a dans un pays un vote qui va vouloir tout changer, aller contre les valeurs démocratiques, contre l'état de droit, eh ben c'est un garde-fou. Voilà. Un autre endroit du monde est concerné par tous les regards de la politique internationale et des pays du monde entier, c'est l'Afghanistan évidemment, et Moscou appelle les Occidentaux et notamment l'Union européenne à aider économiquement l'Afghanistan. Pourquoi ? Parce que si on n'aide pas économiquement l'Afghanistan, dit Moscou, eh bien l'État islamique va tout faire pour s'y installer, la famine va se développer en Afghanistan et le trafic de drogue. Bon. Beaucoup de respect pour la Russie, évidemment. Mais voilà, on n'a pas attendu Moscou pour nous exprimer sur ces questions. Moscou qui connaît bien l'Afghanistan, qui a beaucoup à dire du reste sur l'Afghanistan et réciproquement. Oui. Donc, nous avons dit, et par la bouche de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dès ce retrait, comment dirais-je, un peu précipité de la part des Américains, c'est le moins qu'on puisse dire, d'Afghanistan, nous avons dit tout de suite que nous interviendrons pour exercer notre responsabilité, parce que nous estimons précisément que c'est notre responsabilité, d'abord vis-à-vis des peuples afghans, du peuple afghan, qui souffre terriblement, mais aussi bien sûr parce que c'est l'intérêt évidemment de tout le monde. Donc elle a annoncé 1 milliard d'euros, c'était bien avant du reste que Moscou s'exprime, 300 millions supplémentaires d'aide. Alors évidemment, on ne va pas le donner aux talibans.
Ce sont des aides qui sont parfaitement ciblées, qui sont destinées aux organismes qui sont présents. Nous sommes continuons à être présents. Oui. C'est le HCR, c'est l'ONU, qui agissent sur place parce qu'il faut aider évidemment le peuple. Beaucoup, on le sait pas. On parle évidemment des migrations, mais en Afghanistan, il y a une partie très importante de la population qui a migré à l'intérieur d'Afghanistan. Il faut les aider à revenir chez eux. Il faut c'était une prendre erreur soin de fermer nos ambassades, les ambassades des pays de l'Union européenne. D'abord, elles n'ont pas été fermées, on les a déplacées. Je le redis. Mais évidemment, c'était nécessaire. Elles n'ont pas été fermées. Elles ont été déplacées parce qu'il y avait des risques. Il fallait préserver évidemment la sécurité des personnes. Voilà. Maintenant, on regarde. Il y a des discussions. Puis je le rappelle, il y a 5 points qui ont été très clairement pour rétablir un dialogue, notamment avec les talibans, y compris la capacité pour tous ceux qui voudraient quitter l'Afghanistan de pouvoir le faire dans des conditions normales, le respect des personnes et en particulier des femmes, la capacité pour les organismes humanitaires d'intervenir. Enfin, on a parfaitement identifié les choses. Le fait d'avoir un gouvernement inclusif, on a mis des conditions, on les regarde, mais en ce qui concerne l'aide, on prend nos responsabilités. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.